cinéma, c'est un château de Kafka. Pour pouvoir y rentrer, il faut déjà être dedans. Et donc, toutes les portes étaient fermées. Et à un moment donné, je lis dans un article de Bomberger que Georges Kowal, un sergent, avait été tué en Indochine et racontait quel personnage il était et ce qu'il avait fait en Indochine. Et l'article suivant était sur l'ensemble des photographes et caméramans qui étaient en Indochine. Et je me suis dit, ça c'est peut-être ma dernière chance. Peut-être que cette porte s'ouvrira. Je me suis demandé comment on pouvait rentrer au service cinématographique des armées. Il fallait s'engager, volontaire pour l'Indochine et tout ça, ce que j'ai fait. Ils m'ont essayé, et puis ils ont dit, bon ça marche, on l'envoie. Ce qui a été ma chance, hein, parce que ça m'a ouvert vraiment le cinéma que j'ai vraiment découvert en Indochine. Capturer exactement le moment important, ça c'est une bonne leçon. Les gens qui par la suite avaient des caméras magnétiques, ils pouvaient tourner pendant des heures, ça n'avait pas d'importance et on pouvait choisir après ça. Tandis que nous, on était vraiment aux aguets. On dirait, attention, c'est le moment, je tourne. Quelquefois, on loupait le moment, mais ça aiguisait le regard. Et alors, à l'époque, on tournait avec des films, ce qu'on appelait des films feu. Hein, ils pouvaient brûler. Et quand Aline Fouché détruit et ma caméra et mes films, je leur ai mis le feu. Et ça brûlait à toute vitesse. C'était très, très dangereux dans les salles de montage. Hein. C'est drôle, le crabe-tambour. Cette guerre se faisait dans un pays qui est magnifique. Elle est, pour moi, un des plus beaux pays du monde. Donc on a essayé aussi de rendre cette beauté. C'était une époque où le noir et blanc était dans toute sa splendeur. On avait des nuances dans les gris inimaginables. Alors on était par couple. Il y avait un photographe et un caméraman ensemble. Et moi, celui qui a été mon mentor, qui a été mon grand frère et mon meilleur ami, qui m'a tout appris sur la guerre, il s'appelait Jean Perrault. Il était à son 2e séjour. Il avait été déporté, donc il avait une expérience de la vie extraordinaire. Et il me l'a légué, ça. Et j'ai fait presque toutes mes opérations avec lui, sauf une parce qu'il était malade, il avait attrapé une jaunisse, il était à l'hôpital. Mais sans ça, c'est lui qui m'a appris la guerre. Ça, c'est un de mes premiers films. J'avais pas encore vraiment mon outil en main. Mais on voit l'équipement des gens, les uniformes sont tous un peu dissemblables. Ça montre, c'était une guerre de pauvres, hein, la guerre d'Indochine. Et ça, c'est moi, en train de mastiquer je ne sais quoi. Après une longue marche, on se repose. La guerre, c'est marcher, marcher, marcher. À l'occasion, on fréquentait, et pas moi, l'ensemble de mes camarades, cette bande de photographes et de caméramans, on fréquentait un empereur et 2 rois, Sihanouk et Sisavangvong, le roi du Laos. Dans les opérations, on était avec les soldats et par la suite, quand on était prisonnier, on a connu le fin fond de la misère humaine. Donc c'était une expérience formidable. En 3 ans, il y a de quoi remplir une vie. Ah, ça c'est une opération avec le premier BEP, le 8 mars, c'est là où j'ai été blessé, le 8 mars 54. Alors, vous allez voir, il y a toute une série les Viettes jettent des grenades. Il va être blessé, celui-là. Voilà. Et c'était sur la côte 781, on a essayé de repérer où ils avaient mis leurs canons, mais ils les protégeaient bien, donc on n'a pas pu arriver jusqu'au sommet de la côte 781. Là, il y a eu pas mal de morts et de blessés.
Alors ça, c'est les plans de coupe, vous voyez, ce n'est pas en combat, je les ai faits comme ça pour me dire si ça peut s'introduire dans le montage. Alors c'était tourné avec cette horrible caméra, enfin, que moi je n'aimais pas du tout, la Reflex. Donc vous voyez, tout ce côté-là, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est le côté, il y a donc le côté droit, une zone dangereuse, parce que vous ne pressentez pas ce qui peut vous arriver, vous pouvez vous faire tuer. Quand j'ai eu par la suite le Bell Howell, j'étais beaucoup plus à l'aise. Le Bell Howell, je crois, pesait 7 kilos. C'est le poids d'un fusil mitrailleur. À Dien Bien Phu, on a reçu l'ordre de détruire nos armes. J'ai détruit, moi, ma caméra. Et de détruire mes munitions. Détruire nos munitions, moi, j'ai détruit tous mes films. Sauf 6 bobines que j'ai gardées parce que je voulais m'évader et que je pensais pouvoir les planquer avant de m'évader. Ce que j'ai réussi. Puis je me suis évadé avec mon ami Perrault. Moi, j'ai été récupéré assez vite. Ils nous ont tiré dessus. C'était la nuit, on avait sauté. On était dans un camion, on avait sauté. Enfin bref, je ne veux pas raconter tous les détails. Mais donc, moi, j'ai été repris. Et Perrault, lui, a disparu. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il n'a pas été tué, là, pendant le tir. Mais il a disparu. Et alors, les Viettes ont trouvé dans mon sac les 6 bobines que j'avais gardées, que j'estimais les meilleures. Je ne savais pas exactement, mais j'avais gardé ce que je considère le plus important sur la bataille de Dien Bien Phu. Et il y a un cinéaste russe, Roman Karmen, qui filmait pour les Viettes et qui m'a dit qu'il avait vu mes films. Et il m'a dit ce qu'il y avait dedans. Quand j'ai fait Dien Bien Phu, le film, 40 ans plus tard, j'ai dit aux Viettes, j'aimerais bien les retrouver quand même, ces films, vous devez les avoir dans vos archives. Et vraiment, ils ont fait tous les efforts qu'ils ont pu pour essayer de les retrouver. Ils ne les ont pas retrouvés. Donc je pense que le Russe a dû les mettre dans sa poche et qu'ils sont dans le stock en URSS, enfin en Russie maintenant. Quand on filme la guerre, au départ, on se dit je vais filmer l'ennemi, je vais le voir et je vais le filmer. Or, en fait, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est filmer les soldats avec lesquels on est. Parce que filmer l'ennemi, si l'ennemi vous voit, il vous tire dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment les hommes se comportent. Non seulement pendant la bataille, qui est des moments quelquefois très courts, quelquefois très longs comme à Dien Bien Phu, ça a duré 56 jours et 57 nuits. Filmer ces soldats, voir comment ils se comportent, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils s'amusent, Et c'est ça, c'est un monde dans lequel il y a une solidarité qui s'établit, forcément, quelles que soient vos opinions sur la guerre qui est menée, vous êtes solidaire des soldats avec lesquels vous êtes. Par la force des choses et par le fait que vous partagez l'essentiel avec, en plus, cette menace de la mort autour de vous. Sur le terrain, personne ne nous donnait des ordres. C'est-à-dire qu'on était des soldats, il fallait faire attention. On était sous les ordres, soit d'un sergent, si c'était un petit groupe, soit d'un lieutenant, soit d'un capitaine, soit d'un commandant quand c'était avec un bataillon. On était sous ses ordres. Mais on était libre de filmer ce qu'on voulait. Personne ne nous disait « non, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Ça, c'est pas vrai. Alors, ce qu'a donné de ce qu'on tournait ne dépendait pas de nous. C'était envoyé à Paris. Et à Paris, les montages se faisaient par les maisons d'actualité. On n'avait donc pas la responsabilité finale. La responsabilité sur le terrain, c'était de filmer et rendre compte de ce que nous voyions. Et ce que voit un œil, c'est quand même la vérité. En tout cas, c'est un des versants de la vérité, une des parties de la vérité. Et ça, on en était d'une certaine manière conscient. Et notre mission, c'était justement de
de rendre compte par l'image. Il y a les efforts physiques, la fatigue, la sueur, les larmes à l'occasion, l'épuisement. Vous pouvez avoir la mort brutale ou la blessure. Et là, il y a une limite, en tout cas que moi, je ne peux pas franchir. Je me rappelle très bien quand ça s'est posé une fois, il y avait un soldat magnifique, c'était un sergent en chef de parachutiste, qui avait sauté sur une mine. Et il avait les 2 jambes arrachées, enfin presque. C'était une horrible blessure. Et il était très lucide. Et il savait qu'il allait mourir. Il y avait un médecin à côté de lui qui s'appelait de Carfor. Il y a une photo qui est faite de Carfor. Le type, on voit à peine le blessé, mais de Carfor qui se rend compte qu'il ne peut rien pour cet homme. Et il a parlé à 2 ou 3 de ses copains. Et moi, je me suis éloigné parce que je trouvais que la mort de ce type n'appartenait pas au grand public, au public qui allait voir mes films. Ça appartenait à ses camarades et à lui. Ça, c'était son moment à lui. Et que je n'avais pas le droit de... Alors, je pouvais le filmer de très loin. Hein. C'est-à-dire, on sentait ce groupe autour d'un blessé, mais je ne voulais pas me rapprocher. J'aurais été honteux de moi-même si je m'étais rapproché j'aurais pas l'impression d'être voyeur, pire que ça. Donc voilà, ça c'est les limites que je trouve infranchissables. Une des limites, puis il y en a d'autres.